Il est 7h40 jusqu'à 9h, l'invité des Matins de France Culture pour cette première émission politique en vue des élections présidentielles, peut-être même en vue d'abord dans 40 jours des primaires ouvertes, primaires socialistes. François Hollande, bonjour François Hollande. Faut-il rappeler que vous avez été premier secrétaire du Parti Socialiste de 97 à 2008, que vous êtes député de la première circonscription de la Corrèze et président du Conseil général de la Corrèze depuis 2008, candidat à l'investiture socialiste pour la présidentielle de 2012. Vous courez en tête selon le sondage JDD paru le 27 août avec 41% d'intention de vote de ceux qui, sympathisants de gauche, iront voter le 9 octobre prochain au premier tour des primaires ouvertes socialistes. Derrière vous, à 31%, Martine Aubry, 13% Ségolène Royal, 6% Manuel Valls, 5% Montebourg, 1% pour Jean-Michel Bailly. Avec Hubert Huertas, ce matin, nous vous poserons de très nombreuses questions. Oh, c'est vrai que pour ceux qui n'avaient pas encore entendu le message, 2012 semblera être l'élection de la gauche sérieuse, de la gauche crédible. Depuis l'ouverture de la primaire, chacun des candidats du Parti socialiste, sauf peut-être Arnaud Montebourg, qui sait donc c'est quelques mots à la bouche, raison, économie, réalisme, qu'il est loin, François Hollande, tout de même le temps du changer la vie de François Mitterrand, bienvenue désormais dans celui de l'État ne peut pas tout que donnait Lionel Jospin. Nous verrons avec l'avenir si c'était le bon choix. Nous vous recevons ce matin avec Hubert Huertas, avec plusieurs thèmes à aborder avec vous ce matin. Au menu, la fiscalité, la pauvreté, la sécurité, la jeunesse. Peut-être tout d'abord pour commencer, et c'est le thème de votre billet politique Hubert Huertas, la pauvreté. Oui, et ce qu'il y a de pratique avec la crise, c'est qu'elle a l'air d'avoir réponse à tout. Elle justifie les sacrifices demandés aux Français. Des mesures de rigueur seront présentées ce matin en Conseil des ministres. La crise explique également la pauvreté. L'INSEE a révélé hier que plus de 8 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté en 2009. Le Secours populaire estime que ces chiffres sont d'ailleurs au-dessous de la réalité et qu'ils se sont aggravés. Ces statistiques, elles ont provoqué de nombreuses réactions politiques. Marine Le Pen promet 5 millions de pauvres en moins si elle est élue. Le Parti communiste estime que le gouvernement est coupable de non-assistance à personne en danger. Et François Hollande, notre invité, veut rencontrer toutes les associations qui luttent contre cette pauvreté. Donc, la crise est donc des volontés pour la combattre. Le problème, c'est que ces chiffres et ces promesses ont quand même un petit air de déjà entendu. Sans remonter à l'abbé Pierre, en 1988, par exemple, soit 20 ans avant la faillite de Lehman Brothers, le candidat François Mitterrand promet déjà d'en sortir et il dégaine son arme, le RMI, qui sera mis en place l'année suivante. Hélas, le 11 juin 1994, un colloque se tient à l'Assemblée nationale sous le patronage de Philippe Séguin, qui soutient un Jacques Chirac à l'époque en détresse. De ce colloque naît un comité pauvreté et politique. Ce comité constate l'échec des politiques précédentes et il se prépare aux échéances de 1995. Il adhère au thème de la fracture sociale, pauvreté, tiens-toi bien. En 2002, la fracture n'étant pas résorbée, Lionel Jospin y va de sa promesse, zéro SDF. Vous vous en souvenez, Lionel Jospin ? Super, on va s'en sortir. Mais en décembre 2006, 12 ans après la fracture sociale, Jacques Chirac, en fin de mandat, confronté au mouvement des Don Quichotte, décrète le logement opposable. Pauvreté, retiens-toi bien. Quant au candidat Sarkozy, il ne s'en laisse pas compter. Le 19 décembre suivant, il reprend la promesse des zéro SDF, résorbable en 2 ans. Hélas, nous y voici, 5 ans plus tard, il y a toujours des pauvres, toujours des SDF, mais ce serait la faute à personne. C'est à cause de la crise, de la dette des États, et puis les pauvres, a priori, n'ont pas à se sentir abandonnés. Ils sont le sujet central, comme d'habitude, à l'approche des élections. François Hollande. Alors d'abord, il y a plus de pauvres à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy qu'il n'y en avait en 2007. Ce ne sont pas seulement les pauvres dont vous avez parlé, les SDF, les sans-logis, ceux qui ont encore... hélas, défrayé la chronique cet été parce qu'on ne leur trouvait pas de logement. Il s'agit là de plusieurs millions de personnes. En l'occurrence, 8 millions de personnes qui vivent avec 950 euros en dessous, voilà, 950 euros mensuels. Et comme le dit M. Huertas, en 2009, rien à voir avec la crise de ces derniers mois. Il s'agit d'une tendance longue et qui concerne donc des hommes et des femmes qui travaillent. Nous avons 2 700 000 chômeurs. Nous avons 8 millions de pauvres. Il s'agit donc de salariés à temps partiel, de femmes, souvent de femmes,
qui élèvent seuls leurs enfants et qui se trouvent dans des situations qui sont de plus en plus difficiles. Ça tient au faible salaire et ça tient à la difficulté de trouver un logement. Donc la politique de lutte contre la pauvreté, ce n'est pas une politique catégorielle qui viserait 500 000 personnes pour lesquelles il faudrait le faire d'ailleurs, trouver un logis ou une solution. D'une certaine façon, les collectivités locales, l'État parvient mal, mais parvient encore à trouver un certain nombre d'issues. Là, il s'agit vraiment d'un changement d'approche des politiques. Il faut non seulement redistribuer de la richesse, parce qu'on aurait pu faire aussi cette étude pour savoir ce qu'avait été l'évolution depuis le début du mandat de Sarkozy, de la catégorie, non pas des 10% des Français les plus favorisés, mais du 1% des Français les plus favorisés. C'est quand même pas Nicolas Sarkozy qui a inventé la pauvreté en France. Non, mais donc il y a sans doute une redistribution des richesses à faire, mais elle ne suffira pas. Il y a une politique du travail, parce que beaucoup de ces familles ont un besoin de travailler, non pas à temps partiel, mais à temps long. Et là, je vais juste prendre un exemple. Vous savez que j'ai approuvé le RSA qui venait après le RMI. Mais il y a eu un effet pervers du RSA. C'est-à-dire que vous avez une possibilité pour un employeur de prendre un salarié à temps partiel d'autant plus facilement que vous savez qu'il y aura un complément qui sera apporté par le RSA. Donc, il y a eu une augmentation du travail à temps partiel alors que nous avons besoin de contrats à durée indéterminés, plus nombreux qu'aujourd'hui, et de contrats qui puissent être des contrats de pleine activité. Donc il faudra réviser les règles pour le RSA, les élargir et faire en sorte que l'incitation au travail à temps complet puisse être encore plus grande. Et deuxièmement, il faut que nous ayons des politiques d'emploi, notamment pour les jeunes, parce que parmi ces pauvres, il y a de nombreux jeunes. Il y a à peu près 1 jeune sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. En vous entendant, est-ce que les auditeurs ne risquent pas de penser qu'on est encore dans le diagnostic? Parce que ce qui frappe, et vous l'avez souligné, c'est que la pauvreté, elle s'aggrave, elle s'aggrave, elle s'aggrave, et que derrière le discours politique a l'air quand même le même et impuissant. Alors quelle est la différence entre votre discours et tous ceux qu'on a entendus avant et qui n'ont pas abouti à des résultats? François Hollande. Si on veut lutter contre cette situation, c'est-à-dire d'augmentation du nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il faut une politique d'emploi et une politique de logement. Et il faut viser 2 catégories de population, les jeunes et les familles monoparentales, qui sont les plus touchées par cette exclusion d'un nouveau genre. Donc, sur l'emploi, j'ai fait une proposition. C'est ce que j'appelle le contrat de génération. Puisque nous avons encore eu révélation de ces chiffres, le chômage augmente pour les plus de 50 ans, écartés du marché du travail, souvent relégués dans des situations de paupérisation, et les jeunes qui ne parviennent pas à rentrer sur le marché du travail. Ma proposition, c'est le contrat de génération. Un employeur qui gardera un senior le temps qu'il puisse partir à la retraite et qui embauchera un jeune avec un contrat à durée indéterminée sera exonéré de cotisations sociales sur ces 2 emplois pendant 3 ans. Ça sera un puissant levier de maintien de l'emploi pour les seniors et de création et d'embauche pour les jeunes qui sont aujourd'hui les plus affectés par le chômage. Sur le logement, vous avez évoqué... avec un tel chiffre tout de même là sur cette question de la pauvreté, François Hollande, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui à la limite, plus urgent encore de légiférer, de travailler sur la question du logement que même sur celui de l'emploi, parce que le logement, on le sait, échappe à beaucoup de règles tout de même malgré tout, et la spéculation est telle qu'aujourd'hui, on le voit par exemple, on prend l'exemple parisien, c'est hors de prix pour trouver un logement. Alors quand on gagne moins de 900 € par mois et quand on voit le prix des loyers, les conditions qu'on demande à quelqu'un pour louer un appartement, allez trouver un logement aujourd'hui. Mais vous trouvez à ce moment-là les mêmes populations concernées, et l'État, celles qui ont les plus grandes difficultés à accéder à l'emploi ont les plus grandes difficultés à accéder au logement. Familles monoparentales, femmes qui sont abandonnées par leur conjoint ou qui divorcent et qui se retrouvent dans l'obligation de trouver un nouveau logement. On ne trouve pas de travail si on n'a pas de logement. Et en plus, comme il n'y a pas de garantie par l'emploi, pas de possibilité de rentrer sur le marché locatif privé. Donc, la deuxième politique qu'il faut engager, c'est une politique de logement. Alors, il faut créer davantage de logements sociaux et ça doit être la priorité, redéployer les aides qui sont aujourd'hui concentrées sur l'accession à la propriété ou sur des facteurs spéculatifs d'ailleurs du marché immobilier que vous avez souligné, vers le logement social. Mais il y a un deuxième
deuxième proposition, c'est sur les règles du cautionnement, justement. Faire en sorte que pour ces familles, que pour ces jeunes, il y ait une organisation qui cautionne de manière mutualiste, si je puis dire, c'est-à-dire puisse faire en sorte que ce soit une avance qui soit faite par la collectivité. Nous verrons bien si c'est avec l'État, avec les collectivités locales. Je crois qu'il faudra le faire ensemble. Il faut qu'il y ait des organismes qui puissent permettre à des jeunes de rentrer dans des logements, de décohabiter par rapport à leurs parents. Combien de jeunes aujourd'hui sont obligés de rester chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas trouver un logement? Combien de jeunes dorment dans leur voiture pour occuper un logement? François Hollande, pour occuper un emploi. François Hollande, il y aura bien sûr des sujets comme celui-ci que nous pourrons développer à nouveau dans la deuxième partie. Le deuxième thème, et il est connexe à celui-ci, et c'est sans doute celui de la fiscalité. Au fond, vous avez toujours, depuis longtemps, ici même et dans d'autres médias, dit que ce qui faisait la différence principale, au fond, entre la droite et la gauche, c'était la fiscalité, la politique de fiscalité. Aujourd'hui, la gauche française s'oppose toujours au projet, au fond, d'inscrire à la règle d'or dans la Constitution. On a vu, et la presse le relate aujourd'hui, les Échos, la Tribune, que l'Espagne va instaurer en urgence une règle d'or budgétaire contestée ici en France. Il y a un consensus entre le PSE, Parti socialiste au pouvoir de Zapatero, et le Parti populaire qui se sont mis d'accord la semaine dernière pour inscrire la règle de stabilité budgétaire dans la Constitution espagnole. Alors la règle d'or est de gauche en Espagne, elle ne l'est pas en France. S'il suffisait d'inscrire une règle d'or pour rétablir les comptes publics, franchement, ce serait la voie la plus commode. Changerait un texte fondamental et d'un seul coup, comme par miracle, les recettes rentreraient, les dépenses seraient maîtrisées et les déficits seraient épuisés. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. L'Espagne, pourquoi est-elle aujourd'hui contrainte de voter à la hâte une disposition ? Avec consensus politique. Oui, parce que... Mais qui crée des désordres à gauche, en revanche. Oui, parce que de toute façon, on sait bien que la gauche est au bout de son mandat, qu'il y a une élection dans quelques semaines. Et donc, elle est sous la pression, l'Espagne, sous la contrainte. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle donne un signe. Est-ce qu'en France, nous sommes dans cette situation? Mais c'est terrible de ne pas avoir le choix en politique, Est-ce qu'il y aurait urgence en France de voter à la hâte une disposition? Et par qui? Le président de la République dit que oui, qu'il y a urgence et que nous sommes sous la pression. Par le président qui a dégradé les comptes publics, qui a augmenté la dette et qui viendrait nous dire en fin d'exercice qu'il faut voter une disposition que lui-même n'a pas appliquée. Alors moi, je fais la proposition suivante. Nous avons une élection présidentielle qui arrive dans quelques semaines ou dans quelques mois. Chacun devra dire, chacun des candidats, donc le prochain président de la République, devra dire comment il rétablit les comptes publics, par quels instruments et dans quel délai. Moi, j'ai dit, il faut qu'on arrive fin 2013 à revenir à 3% par rapport à la richesse nationale de déficit public, et il y aura nécessairement un effort de justice fiscale à engager. S'il n'y a pas de justice fiscale, il ne peut pas y avoir redressement accepté par nos concitoyens des comptes publics. Et deuxièmement, il ne peut pas y avoir rééquilibrage des finances publiques s'il n'y a pas de croissance. Si vous n'avez pas de croissance, vous aurez de toute façon des grandes difficultés à atteindre les objectifs que vous vous fixez. On est surpris tout de même que les opposants de la règle d'or n'aient pas été au fond plus précis dans cette opposition. Il suffit peut-être de lire l'article de Vincent Glade dans Slate.fr, François Hollande, pour dire que c'est une sorte de méthode Coué. Vincent Glade écrit « Sarkozy s'en vante, mais la règle d'or existe déjà. Elle est gravée déjà dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008, article 34. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. » Vincent Glade dit, c'est au fond comme s'il fallait réécrire la Constitution et s'il fallait réécrire la France est vraiment une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Je vous jure, sans déconner. Oui, mais il n'a pas tort du tout. Il aurait même pu ajouter que nous avions déjà le pacte de stabilité qui s'imposait à nous. Qu'est-ce que c'était le pacte de stabilité? C'était l'obligation qui était faite dans le cadre de l'Union européenne et notamment de la zone euro de ne pas dépasser 3% de déficit public par rapport à la richesse nationale et 60% de la richesse nationale pour l'endettement public. Nous sommes à 85% du PIB pour l'endettement public et nous sommes à 5,7% de déficit par rapport à la richesse nationale. C'est vous dire si déjà nous avons transgressé toutes les règles que nous étions fixées. Cheminant vers la chronique de Philippe Meyer, la question rafale d'Hubert Huerta. Oui, François Hollande, l'ancienne juge Prévost-Després dit que l'infirmière de Liliane Bettencourt lui a dit dans son cabinet que Nicolas Sarkozy avait reçu lui-même de l'argent de la milliardaire. Pour vous, c'est du solide cette affaire ou c'est l'homme qui a vu l'homme et c'est de la rumeur? Dossier à lire dans Libération de ce matin. François Hollande? Je n'ai pas encore lu le dossier, mais j'imagine qu'il y aura des conséquences. Nécessairement, cette magistrate sera entendue.
je peux penser que Nicolas Sarkozy ou son entourage ne resteront pas inertes par rapport à cette révélation. Mais moi, dire que c'est un propos, que c'est simplement un témoignage, que c'est fragile. Elle sera sans doute amenée à s'exprimer elle-même, cette juge, soit devant un autre juge, soit devant l'opinion publique. Mais ce que je révèle à travers cette histoire, c'est en fait la pression que connaît la justice aujourd'hui. C'est-à-dire les manquements nombreux répétés à l'indépendance. Et si cette magistrate est obligée de se confier à des journalistes, c'est parce qu'elle-même vit cette pression comme insupportable. 8h16, bonjour Brice Couturier. Bonjour. À côté de Marc. vous, François Hollande. François Hollande, c'est le temps du débat, introduit comme chaque jour désormais cette saison par Brice Couturier. Alors François Hollande, vous aviez pris une certaine avance sur vos concurrents à la course pour la présidence en publiant des articles alarmés sur l'état de nos finances publiques. En avril 2009, vous dénonciez sur Slate des politiques de relance par les déficits publics que vous taxiez de laxistes, ce qui détonnait alors quelque peu à gauche. Vous critiquiez un gouvernement accro, je vous cite, à la drogue du crédit, laissant se creuser non seulement le trou des dettes publiques, mais celui d'une sécurité sociale qui a cessé de reposer sur les contributions des actifs et des biens portants pour être financée, elle aussi, à crédit. En juin 2009, vous critiquiez en ces termes le grand emprunt présenté par un Nicolas Sarkozy soudain converti au keynésianisme, je vous cite encore, une nouvelle dette pour prendre en charge un nouveau déficit plus large encore que le précédent. Bref, vous faites partie des rares responsables politiques à avoir dit, avant même que notre État commence à se bagarrer pour conserver son triple A, que la fuite en avant, pratiquée depuis 35 ans, était devenue un exercice dangereux. Ce faisant, vous rejoignez une préoccupation grandissante chez nos compatriotes. Ils sont de plus en plus convaincus que notre État vit au-dessus de ses moyens et que ces dettes accumulées nous entraînent vers le déclassement. 82% des Français se disent inquiets face au déficit et à la dette publique, dont 25% se déclarent même très inquiets. Je note qu'il n'était que 36% à partager cette inquiétude début 2010. 50% de nos compatriotes jugent à présent la réduction de la dette comme tout à fait prioritaire, à égalité avec le pouvoir d'achat et la lutte contre l'insécurité. Et je ne relève aussi qu'une large majorité des sondés dans les sondages tout récents qui viennent de sortir sont favorables à la règle d'or à laquelle vous vous opposez. 78% sont pour selon l'IFOP et 60% selon le CSA. C'est-à-dire que la question n'est pas exactement posée de la même façon. Mais comment lutter contre cette avalanche de dettes qui menace de nous engloutir ? Dans un pays où le taux des prélèvements obligatoires dépasse les 44% du PIB, est-il bien raisonnable de vouloir encore augmenter la pression fiscale ? Il ressort du plan d'économie présenté la semaine dernière par François Fillon que l'effort supplémentaire est demandé aux contribuables à hauteur de 11 milliards, tandis que notre État, de son côté, n'en économisera, lui, qu'un seul. Je relève qu'Espagnols, Italiens et Britanniques ont sabré, eux, plus tôt dans leurs dépenses. François Fillon, en feriez-vous autant ? François Hollande, c'est François Hollande. François Hollande. À côté de vous, c'est François Hollande. Vous m'avez fait peur. C'est pas Premier Non, ministre. François Fillon, lui, président de la présente République, un plan d'économie qui est un bizarre plan d'économie, puisque les économies sont demandées aux contribuables et pas à l'État. Et vous, François Hollande ? Alors d'abord, je suis d'accord avec moi-même, c'est-à-dire avec ce que je disais, et je suis rassuré, en 2009. Avant qu'il n'y ait ces cris d'alarme, cette évocation de la règle d'or. En 2009, il y a eu 2 fuites en avant de la part du gouvernement de François Fillon. La première a été de faire un plan de relance qui a été mal calibré, mal ciblé et en fait inefficace, mais dispendieux pour les finances publiques. Et il y a eu un grand emprunt qui a ajouté encore de la dette à la dette pour préparer, et c'était forcément un choix que je pouvais approuver, l'avenir, mais en dégradant le présent. Aujourd'hui, nous avons sûrement un effort fiscal à accomplir. Ça ne fait pas plaisir que de le dire. Et 44% mais quand vous voyez le PIB, déficit de la sécurité, semble pas suffisant. Quand vous voyez le déficit de la sécurité sociale, et vous l'avez souligné, aujourd'hui, nous empruntons pour financer nos prestations maladie ou nos retraites. Alors qu'il y avait une règle qu'on n'appelait pas une règle d'or, mais enfin qui était une règle d'argent, qui avait été fixée dans la loi, et qui disait explicitement que chaque fois qu'il y avait un déficit public, il fallait ou diminuer les dépenses ou augmenter mécaniquement la recette, en l'occurrence ce qu'on appelait la CRDS, qui est une CSG élargie. Rien n'a été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous renvoyons sur les générations futures le paiement non pas simplement de leur retraite,
ou de leur éventuelle maladie, mais de notre retraite et nos deux dépenses maladie. Et de la même manière, il y a un chiffre que nous devons absolument avoir à l'esprit. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un déficit primaire de notre budget. Ça veut dire quoi, primaire? Ça n'a rien à voir avec la consultation qu'organise le Parti socialiste. Le déficit primaire, ça veut dire que il faut emprunter pour payer les charges d'intérêt. C'est-à-dire que non seulement nous continuons à avoir un déficit sur notre investissement, mais une partie de notre dépense de fonctionnement, mais aussi sur nos charges d'intérêt. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique cumulative. Alors, et qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'économie de dépenses? Moi, j'ai une proposition qui n'est pas forcément aussi précise que vous la souhaiteriez, mais nous n'échapperons pas à une nouvelle étape de décentralisation, à une réorganisation de l'ensemble de nos administrations et de l'État. Moi, je fais confiance aux territoires, je fais confiance aux collectivités. Ça veut dire quoi dans le concret? Ça veut dire qu'il y a trop de strates et qu'il n'y a plus de régions, qu'il n'y a plus de départements, par exemple? Il faut sans doute rendre plus claires les compétences, et il faut que l'État renvoie une grande partie de ce qu'il fait mal, et parfois sans argent, vers les collectivités. Alors vous me direz, mais les collectivités vont être obligées d'avoir, elles aussi, à maîtriser leurs dépenses. Elles le feront avec, à mon avis, beaucoup plus d'efficacité que l'État. Et il faut affecter à chaque niveau d'administration. Donc vous communes, les conservez tous, départements, régions, avec leurs fonctionnaires, etc. Mais le problème est surtout de les faire travailler avec beaucoup plus d'efficacité et de clarté. Mais de leur allouer une fiscalité propre, de façon à ce que la responsabilité, vous savez, l'élu, quand il engage des dépenses, il regarde aussi les recettes. Et donc, il y aura là comme une maîtrise collective de notre organisation. Brice Couturier. Alors, sur les questions européennes, vous, sur la crise de l'euro, vous avez appelé à la solidarité fiscale entre pays aux finances publiques solides, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., et pays du Sud, fragilisés par leur déficit. Mais êtes-vous prêt à aggraver sensiblement l'endettement français pour courir au secours des finances espagnoles ou italiennes? Et on vient de voir que Berlusconi, hier, vient de décider que finalement, l'impôt sur les riches, il le supprimait. Donc, il fait preuve d'une certaine irresponsabilité. Par ailleurs, vous avez réclamé, toujours dans votre série d'articles sur Slate, un véritable gouvernement économique de la zone euro avec un véritable président de l'UE qui cumulerait les fonctions de président de la Commission et de président du Conseil européen. Mais est-ce que vous êtes prêt aux abandons de souveraineté qui en découleraient? Par exemple, accepteriez-vous de voir ce président européen vous dicter le contenu du budget de l'État pour 2013? Parce que si vous êtes élu président en 2012 et qu'il y a un président de l'Union européenne qui veut mettre en charge, en œuvre ce désendettement des États-nations européens que vous appelez vous-même de vos voeux, eh bien, il faudra subir cette loi-là aussi. François Hollande. Si nous voulons une zone euro, il faut à la fois en faire une zone de croissance et il faut en faire un espace politique. Donc, s'il n'y a qu'une logique de rigueur et d'austérité, la zone euro, de toute façon, ne pourra pas tenir, ni économiquement, ni politiquement. Donc l'enjeu pour le prochain président de la République, c'est de convaincre essentiellement nos amis allemands qu'il nous faut une Europe qui puisse se projeter et donc lancer de grands programmes d'infrastructures, de nouvelles technologies, de croissance verte, pour que cette zone euro soit aussi une zone de création de richesse, de prospérité, et pas simplement une zone de stabilité ou de réorganisation des finances publiques. Deuxième pas en avant qu'il faut faire, c'est sur l'autorité politique. Dès lors que nous avons des règles à respecter, on ne peut pas accepter effectivement qu'un des pays de la zone euro soit en déficit considérable. Et si, comme 120% pour l'Italie, comme je le demande, il faut faire ces euro-obligations, ces eurobonds, c'est-à-dire un emprunt que ferait l'Union européenne à la place des États, il est normal, il est logique que l'Union européenne dise « nous acceptons d'emprunter à votre place, mais il faut que vous teniez correctement une vos discipline comptes publics. budgétaire. » Une discipline. Ce n'est pas en soi un abandon de souveraineté, c'est une vigilance. Mais qu'est-ce qui doit être fait? Il doit être dit, voilà l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une politique coordonnée de finances publiques. Il n'est pas anormal d'ailleurs que... Aligné sur la rigueur allemande ou aligné sur la fuite en avant ce qu'on italienne? devrait demander à l'Allemagne, ce n'est pas une rigueur supplémentaire, c'est une relance supplémentaire. Oui, mais puisque aujourd'hui, l'Allemagne dégage un excédent commercial. On ne demande rien à l'Allemagne. On n'impose rien à l'Allemagne. Vous voyez bien les difficultés de Nicolas Sarkozy. C'est là que la politique rentre en mouvement. Si, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, il abandonne les eurobonds, il lâche
avant une élection présidentielle. Ce qui est finalement la grande demande des autorités françaises depuis plusieurs années. En contrepartie, qu'est-ce qu'il obtient ? Il obtient de Mme Merkel, assez habilement de sa part, la règle d'or qui devrait être votée avant août 2012. Je dis assez habilement parce que Mme Merkel a quand même compris qu'il y avait des élections en France au mois de mai. Oui. Donc elle prend août, donc elle dit, en définitive, je fais ce petit cadeau à Nicolas Sarkozy. Enfin, je n'oublie pas qu'il peut être battu. Et d'ailleurs, les pronostics vont plutôt dans ce sens. Donc je fais en sorte de ne pas me fâcher avec le successeur. Je remercie donc Mme Merkel d'avoir eu cette attention. Mais il faut avoir un dialogue qui ne soit pas un dialogue de renoncement. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Allemands ? Il faut dire, bien sûr que nous devons mettre nos finances publiques en bon ordre. Bien sûr que nous devons avoir, avec les pays qui sont les plus vulnérables, une politique commune. Mais nous devons le faire dans un esprit de solidarité, c'est-à-dire avec les eurobonds et les euro-obligations. Et dire à l'Allemagne, mais si vous pensez que vous allez pouvoir encore dégager des excédents commerciaux avec des pays qui seront en quasi-faillite et qui n'auront plus de consommation intérieure et qui ne pourront plus vous acheter de produits, parce que les Allemands, ils vendent essentiellement leurs produits sur la zone euro, je pense que les industriels allemands peuvent avoir la lucidité de dire qu'il faut effectivement que la politique européenne soit coordonnée. Oui, mais alors François Hollande, cela dit, une question de philosophie politique. Comment fait-on campagne, comme vous, quand on est de gauche et qu'on veut accéder à la présidence de la République, sur le thème européen, quand l'on voit au fond qu'il n'est pas porteur électoralement parlant, qu'il y a même de plus en plus ce repli nationaliste ou ces replis nationalistes que l'on note en Europe et qu'il n'est pas, comme on dit, électoralement bankable, pour parler comme on parle à France Culture. Comment s'y prend-on ? Vous restez un Européen convaincu ? Et je pense que l'Europe telle qu'elle est devant une épreuve de vérité. C'est-à-dire que si on ne change rien à notre organisation, les marchés détruiront étape par étape ce qui a été la grande aventure de l'après-guerre. Donc, où l'Europe reste dans ce statu quo et elle résistera, mais elle perdra. Oui, mais l'autre échéance que moi je propose, c'est d'avoir une Europe qui soit beaucoup plus cohérente, beaucoup mieux organisée et qui soit capable. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas prouvé. Elle ne l'a pas prouvé. La défiance vis-à-vis de l'Europe, François Hollande, elle vient de ce que l'on dit que l'Europe et les dirigeants européens ont laissé libre cours au marché, ont laissé la main du marché. Il faut montrer qu'il y a des instruments publics possibles. Il y a ce que j'ai appelé les eurobonds. C'est pas une proposition socialiste, les eurobonds. C'est une proposition qui est de bon sens si on veut éviter que la spéculation s'engouffre derrière les différences de dette souveraine ou de taux d'intérêt pour les financements de dette souveraine. Et l'autre proposition, c'est d'avoir des taxes à l'échelle de l'Europe, taxes sur les transactions financières, mais il peut y en avoir d'autres, taxes écologiques, de manière à ce que l'Europe ait des ressources pour investir. Si l'Europe est regardée simplement comme une Europe de la contrainte, comme une Europe de l'abandon, comme une Europe de la solidarité, comme une Europe de marché, eh bien, nous perdrons cette bataille. Et ça sera une bataille, finalement, qui sera terrible à perdre. Parce que là, vous aurez la résurgence de tous les nationalismes. Parce que la montée de l'extrémisme, elle existe pas en France seulement, elle existe dans beaucoup de pays européens. Et si on pense qu'on peut s'en sortir tout seul, là, face au marché, face à la spéculation, face à la finance, si on pense que la France, je pense essentiellement à la France aujourd'hui, peut, là, toute seule, résister à cette pression-là, je dis, alors là, la guerre est perdue. Vous êtes face à un double obstacle, la défiance vis-à-vis des marchés et la défiance vis-à-vis de la question européenne. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut, non pas simplement être en résistance ou en défense, on ne gagne aucune bataille sur simplement sa ligne de crête. On doit être à l'offensive. Il faut que l'Europe avance, sinon elle sombrera. Et deuxièmement, il faut que les instruments publics s'imposent au marché. Moi, j'ai eu cette formule, la démocratie, elle est plus intelligente que les marchés, à condition qu'elle manie ses forces de l'esprit. François Hollande, il y a un débat qui est monté cet été qui parlait carrément, qui a prononcé le mot de guerre entre les États et les marchés. On n'est pas loin d'entendre le même discours, là, dans votre propos. Et à ce propos, précisément, l'un de vos concurrents dans la primaire propose une démondialisation, c'est Arnaud Montebourg, une démondialisation qui serait un protectionnisme européen. Que dites-vous de cette idée, François Hollande ? Qu'il faille imposer des règles, là aussi, c'est une volonté qui doit s'affirmer par rapport à des concurrences qui sont déloyales. Je prends un exemple, la Chine. La Chine a des normes sociales et environnementales qui ne sont pas celles que nous nous imposons. Il serait donc logique que nous puissions affirmer vis-à-vis de cette puissance un certain nombre d'obstacles
pour les échanges dès lors que... Donc un peu de protectionnisme. C'est pas du protectionnisme, c'est tout simplement là de la réciprocité. Je vais prendre un autre exemple. Les Chinois ont un excellent commercial considérable et ont une monnaie inconvertible. Ils fixent eux-mêmes la valeur de leur monnaie. Alors que nous avons une zone euro qui est contestée par les marchés et en même temps un euro, c'est là le paradoxe, qui se renforce par rapport à d'autres monnaies et notamment le dollar. Donc nous sommes là encore dans un échange inégal. Donc il faut que l'Europe puisse avoir une politique commerciale qui soit offensive. Est-ce qu'on peut dire, après démondialisation, ça c'est un débat un peu théorique, est-ce qu'il faut essayer d'avoir une politique plus européenne pour avoir un développement qui nous mette à l'abri d'un certain nombre de compétitions? Oui, mais ça dépend de l'Europe. Il faut-il encore que nous ayons des partenaires européens qui le comprennent. Mais moi, je ne vais pas ici proclamer qu'on va se mettre à l'abri de la mondialisation, parce que la compétition internationale, elle existe. Et elle n'existe pas simplement avec les Chinois ou les Indiens, elle existe également entre les pays développés. Vous savez, les 2/3 de nos échanges commerciaux se font sur la zone euro. Donc, notre vraie compétition, elle est dans la zone euro. Et puis on est face à des pays comme la Suède, la Finlande, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui sont d'abord des grands marchés, des grands exportateurs et qui n'accepteront en aucun cas une politique isolationniste. Mais je voulais vous poser une question de fond politique, François Hollande. On reproche, et vous le faites, à Nicolas Sarkozy d'avoir plombé notre dette publique, qui sera donc passée sous son quinquennat de 63% à 86% du PIB. Mais ne s'est-il pas contenté d'appliquer les méthodes de relance par la dépense publique qui ont toujours eu la faveur des socialistes? D'où ma question politique. Ne va-t-on pas vers une campagne électorale à front renversé qui verrait le président de droite sortant nous expliquer qu'il a victorieusement combattu la crise par une politique keynésienne, classique, de relance par les déficits, et un candidat de gauche, qui sera sans doute François Hollande, si on en croit les sondages, nous promettant, lui, le retour aux équilibres par une politique de rigueur? Il y aurait là une espèce de renversement historique assez comique, non? D'abord, il n'a pas réussi. Il ne pourra pas dire à la fin de son quinquennat qu'il a mis la France en situation de croissance, de rétablissement des comptes publics et de diminution du chômage. C'est quand même là il semble que les méthodes keynésiennes ne marchent plus. Alors, ensuite, il n'a pas fait du keynésianisme, il a fait du reaganisme. Souvenez-vous, qu'est-ce que c'est que le reaganisme? C'est les baisses d'impôts qui ont été accordées de manière inconsidérée, c'était le cas au début des années 80 par Reagan, mais aussi par Thatcher, et avec le calcul qui a pu fonctionner partiellement aux États-Unis, que les baisses d'impôts allaient susciter une relance de l'investissement, de l'épargne, de l'activité économique, parce que les plus fortunés, finalement, utilisant ces avantages pour mettre l'économie en mouvement. Vous allez les reprendre? Mais bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est l'échec, non pas du keynésianisme, l'échec du reaganisme et du thatcherisme, sous une forme française. Je ne suis pas là pour dire que ça a été exactement dans les mêmes conditions. Les baisses d'impôts, parce que le plan de relance, c'est quand même du keynésianisme. Quand on accorde une baisse d'impôts dans un moment où l'État est en déficit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous, nous empruntons pour qu'il y ait des avantages fiscaux qui soient accordés aux plus favorisés. C'est-à-dire que nous donnons à crédit des avantages aux plus fortunés pour qu'ils puissent relancer la croissance. Eh bien, ça a été inefficace et ça a été profondément injuste. Donc vous confirmez que vous allez reprendre ces baisses d'impôts et que vous allez instaurer des impôts en direction de qui? Alors, bien sûr qu'il faudra reprendre une partie des avantages fiscaux qui ont été accordés, mais il ne faudra pas le faire avec cette logique de bricolage que nous connaissons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé une réforme fiscale d'envergure, d'ampleur, qui serait le premier acte du prochain président de la République et de la prochaine majorité. Mais ça a toujours été votre cheval de bataille. Et puis vous avez et qui derrière concernerait non seulement les particuliers, parce qu'il faut réorganiser la fiscalité directe, la fiscalité indirecte, mais aussi les entreprises, parce qu'on a aujourd'hui une fiscalité qui est anti-redistributive aussi pour les entreprises, puisque les PME payent plus d'impôts sur les sociétés que les grandes entreprises. Et il faudra changer aussi le mode de financement de la protection sociale. Il n'est pas normal que le travail soit surcotisé, surchargé, et que le capital et l'écologie soient exemptés de tout effort. Enfin, François Hollande, d'année en année, encore là, il y a quelques jours, l'inspection des finances n'en finit pas de dire qu'au fond, il y a une absurdité, une aberration, une injustice, une inefficacité des 470 niches fiscales qui permettent des dégrèvements d'impôts en France et qui coûtent à la gouvernance budgétaire 50 milliards d'euros perdus. Ça serait si néfaste électoralement de dire d'un coup, tiens, moi, je suis le président de la République, faisons un rêve et en 3 ans, je gagne 50 milliards en supprimant 470 niches fiscales.
Vous avez fait le même rêve 50 que moi. milliards, ils y sont. Puisque, Je lis Eric Le Boucher dans Slate. oui. Pardon, on cite beaucoup Slate, mais c'était très bien Slate. C'est exactement ce que je propose. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une Oui. réforme Oui. fiscale? C'est une organisation du prélèvement qui est une large assiette, c'est-à-dire qu'on supprime une grande part de ces niches fiscales, et un taux progressif qui peut être modéré pour un certain nombre de tranches des Vous avez niches fait, sociales. vous avez fait l'équation. niches sociales. Qu'est-ce que vous Alors, allez faire des aujourd'hui, niches sociales vous avez aujourd'hui, donc si on veut être À précis, part on a à peu près 110 milliards d'euros Voilà. de niches fiscales et de niches sociales. La Les Cour niches des sociales- comptes dit 75 milliards. Hein. Oui, C'est pour les certains niches- journalistes Attendez, qui disent attention le aux chiffres, contraire. les niches attention, fiscales. on va pas rester. Pour les Oui. niches fiscales, D'accord. les niches sociales s'ajoutant. Ça veut dire quoi? Mais l'inspection des Les finances niches ne critique fiscales, pas les niches c'est sociales. essentiellement des dérogations au prélèvement pour favoriser telle ou telle catégorie ou telle activité. L'inspection générale des finances dit qu'il y a 10 milliards d'euros qui sont totalement inutiles. Donc si on peut déjà faire une économie, c'est sur ces 10 milliards. Il y en a 40 milliards dont l'efficacité est limitée. Eh bien, il faudra revisiter ces 40 milliards et faire en sorte que nous puissions avoir là une masse de manœuvre qui nous permettra de financer des dépenses utiles. Et je pense notamment à tout ce qui est investissement dans l'éducation et dans la connaissance. Caroline Eliachef. Oui, nous sommes sur France Culture, donc c'est l'occasion de vous permettre d'employer ce mot. Martine Aubry a fait des propositions financières extrêmement généreuses qui ont quand même laissé un petit peu sceptique. Et donc, je voudrais savoir quelle place a la culture pour vous, et surtout dans la situation que vous nous avez décrite. La culture, c'est pas simplement un budget. La culture, c'est pas une catégorie. Ce sont pas simplement des professions. La culture, c'est un projet qui doit rassembler la nation. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes la France. Et donc, le projet culturel, il est intégré dans ce que j'appelle le rêve français. C'est-à-dire l'idée que nous devons offrir à la génération qui vient un avenir meilleur que le nôtre. Et donc, pour ce qui me concerne, je considère que la culture, c'est bien sûr les actions que développe le ministère de la Culture, c'est aussi l'éducation artistique du ministère de l'Éducation, c'est également ce que nous pouvons faire pour la culture au-delà de nos frontières, et donc c'est aussi un moment, ce qui peut nous rassembler au-delà de toutes nos diversités. Donc le projet culturel, c'est en fait le projet d'une nation qui se regarde, non pas dans son passé, non pas dans ses traditions, non pas dans son histoire, même si ça fait partie aussi le patrimoine, mais dans son avenir. Et c'est aussi ce qui peut, dans un moment très difficile sur le plan économique, donner un sens. Donc la culture, pour moi, ça va bien au-delà d'une augmentation d'un crédit budgétaire. Alors François Hollande, ça dépasse, cela dit, hélas, peut-être faut-il le déplorer, avec les questions européennes que vous vous ferez lire. Ce n'est pas avec les questions internationales non plus, pas davantage. Alors, vous allez me dire avec comment les questions de culture. Ben, ça sera avec ou non, Hubert Bertas vous interroge sur cette question-là, avec les grands thèmes de la sécurité, qui, on le voit, déchaînent quelques passions au sein notamment du courant socialiste, et même quelques voyages rapides et clairs comme celui hier de Martine Aubry à Marseille. Oui, avec une question toute simple. On a vu Martine Aubry dire que l'insécurité serait au cœur de sa campagne. Est-ce que ce sera la même chose pour vous? Et donc là aussi, est-ce qu'on a un retournement idéologique avec des socialistes qui placent une valeur sur laquelle ils insistaient moins auparavant, on va dire, et qui la placent sur le devant de la scène, ne serait-ce que pour contrer le président et dire qu'il a échoué? Et dont on craint toujours le coup électoral. La sécurité, c'est une condition pour que nos concitoyens aient confiance. Il faut lutter contre l'insécurité. Comment ? Après, on voit bien que les solutions qui, depuis 10 ans, ont été mises en œuvre par Nicolas Sarkozy, n'ont pas atteint les résultats, puisque les violences aux personnes n'ont jamais atteint le niveau d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut dire que la délinquance dans les statistiques baisse, mais quand on regarde le détail, les violences aux personnes n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi intenses. Donc notre premier devoir, c'est de faire en sorte de diminuer cette violence. Comment ? Il y a les effectifs de police qu'il faudra reconstituer. C'est quand même un comble que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, pendant 5 ans, sous présidence Chirac, a créé 10 000 emplois de policiers et de gendarmes. Et que Nicolas Sarkozy, président de la République, a supprimé 10 000 emplois de policiers et de gendarmes. Allez comprendre. Aucune logique, aucune cohérence. Donc, il faut sûrement recréer des postes de policiers et de gendarmes, mais les répartir différemment sur le territoire. Il y a des quartiers aujourd'hui où la violence est de tous les jours
et où on ne voit pas de policiers, sauf des compagnies de CRS qu'on envoie dans l'urgence ou de brigades qui viennent là parce qu'il y a eu une petite émeute qui s'est créée à la suite de trafics qui ont été démantelés. Donc répartition des effectifs de police et de gendarmerie différentes sur le territoire, augmentation des effectifs, et puis aussi un traitement de la délinquance qui soit beaucoup plus précoce. Enfin, on s'aperçoit de quoi ? Qu'il y a une entrée dans la délinquance à des âges de plus en plus jeunes et qu'il n'y a pas de solution parce qu'on ne va pas non plus mettre des jeunes de 12 ou 13 ans en prison. Donc il faut créer des établissements qui auront pour vocation d'écarter ces jeunes de leur quartier, dans leur propre intérêt, dans l'intérêt aussi des populations. Encadrement militaire éventuellement. Alors, mais c'est pas le problème du militaire, c'est le problème qu'il faut un encadrement, qu'il faut sortir de ces jeunes de ces quartiers, qu'il faut avoir des solutions alternatives à la prison. Et que la prison ne peut pas être le seul destin d'un certain nombre de jeunes dans notre société. Puis il faut lutter contre les trafics, parce qu'aujourd'hui, la gangrène, c'est quand même les trafics dans les quartiers. Vous regardez ce qui se passe à Marseille. Le grand banditisme utilise la détresse d'un certain nombre de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, pour les utiliser à des fins de grand banditisme. Nous avons là une lutte qui doit être implacable. Donc moi, je ne laisserai pas Nicolas Sarkozy se vanter d'un bilan qui n'est pas bon, mais je ne vais pas dire non plus que ça doit être notre seul projet. La sécurité, ça fait partie d'une condition de la vie en commun. Mais et il n'y a aucune raison de penser que les socialistes réussiront moins bien que d'autres sur ce sujet. François Hollande, il fut un temps où justement, mettons, il y a 25-30 ans, quand on posait la question à un homme de gauche, il ne répondait pas par l'idée qu'il faut augmenter les moyens de la répression ou de la lutte contre la violence, mais à la réponse à la violence, un homme de gauche, il y a 30 ans, aurait répondu qu'il fallait justement améliorer l'accès à la culture, à l'éducation, à l'élèvement de soi, et qu'ainsi la violence diminuerait dans la société. C'était ce fameux changer la vie. C'est terminé aujourd'hui, les temps ont donc changé. Ces raisons-là demeurent. Mais si je vous avais répondu, vous savez, il faut commencer d'abord par une politique d'éducation, par une politique sociale, vous m'auriez dit, alors vous niez la nécessité d'une sanction, d'une punition, d'une dissuasion. Donc, la réalité d'une politique, c'est qu'elle doit être globale. Et bien entendu, s'il n'y a pas un effort éducatif considérable, une amélioration de l'encadrement dans les écoles et dans les collèges qui sont les plus en difficulté, s'il n'y a pas une éducation des parents, s'il n'y a pas aussi une politique sociale qui est suffisamment préventive, s'il n'y a pas une politique de la jeunesse. Pourquoi j'ai fait de la jeunesse la grande cause de l'élection présidentielle ? Parce que je considère que notre jeunesse est aujourd'hui en danger pour certains, parce qu'ils n'arrivent pas à accéder aux emplois que leur diplôme requiert. Alors ça fait sourire ça et là, oui, quand même, François Hollande. On dit, elle est en danger. Oui, mais ça fait un peu sourire. On se dit, tiens, pourquoi François Hollande, tout d'un coup, lui, serait-il l'incarnation de l'idéal du candidat de la jeunesse dans ce pays ? Je ne prétends pas être un candidat jeune. Vous êtes arrogé. Mal compris. Non, mais de la jeunesse, celui de la jeunesse. Un candidat autoproclamé. De la jeunesse. Non, je ne prétends pas être un candidat des jeunes. Je dis que le thème, le sujet mobilise toutes les générations. Parce que quand vous allez demander, il faudra le faire, à une personne de plus de 50 ans, j'en suis, de faire un effort collectif. Le seul sujet qui leur permettra d'accepter qu'il y ait là un engagement, un investissement pour le pays, ça sera en faveur de la réussite de leurs enfants et de leurs petits-enfants. D'où la priorité pour l'école, d'où la priorité pour l'insertion, d'où la priorité pour entrer dans la vie active avec le contrat de génération dont j'ai parlé. C'est une grande cause. Et quand une société néglige sa jeunesse, l'oublie, regardez ce qui s'est passé. L'Espagne, la Grèce, et la Grande-Bretagne, où on a eu la révélation de ce qu'on savait, nous, ici, depuis plusieurs années, de la possibilité des émeutes urbaines. Alors, n'oublions pas la jeunesse, parce qu'elle ne nous oubliera pas. Ne l'oublions pas, la jeunesse. Alors, voici un jeune, justement, Thomas Cluzel. C'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel. Bonjour, Thomas. Bonjour, Marc. Alors, ce matin, j'ai sélectionné pour vous un article à lire dans le journal Les Échos, intitulé « Le vieux port de La Rochelle starifié ». Long métrage, court métrage, téléfilm, série, tenez-vous bien, depuis la naissance du cinéma, eh bien La Rochelle attire en effet les caméras, écrit ce matin le correspondant du journal, Jean-Roch Cave, et c'est ainsi que dès 1910, Fleur de Grève notamment relatera les amours malheureuses d'un pêcheur et de sa fiancée infidèle. Et puis c'est également à cette occasion que l'on verra pour la première fois à l'écran, vous savez, le fameux passage du bateau de pêche entre les deux tours du Vieux-Port, une image qui deviendra récurrente par la suite, puisque le Vieux-Port, en réalité, est la vraie star des films tournés à La Rochelle, nous explique dans les colonnes du journal Vincent Martin, historien du cinéma. Le Vieux-Port apparaît en effet dans plus de 30 longs métrages. Alors la grande époque du cinéma à La Rochelle démarre
En 1956, écrit Jean Roquecave, avec le tournage du Salaire du péché, avec Daniel Darieux et Jeanne Moreau, puis du Sang à la tête, avec Jean Gabin, d'après un roman de Georges Simenon, une scène tournée à la Halle aux Poissons, d'ailleurs restera dans toutes les mémoires des Rochelais, puisque la séquence avait été tournée sans interrompre la vente du poisson. Les figurants qui jouaient leur propre rôle travaillaient réellement, et une marchande de poissons, nous dit-on, s'était même payé le luxe d'enguirlander Gabin, qui avait raté, est-ce possible, qui avait raté donc sa scène. Alors d'autres adaptations de Simenon, qui vécut d'ailleurs à La Rochelle, seront tournées sur place. On trouvera encore le vieux port dans Les choses de la vie de Claude Sautet en 69. Entre-temps, La Rochelle a vécu un véritable ouragan cinématographique, puisque Zanuck en a fait le quartier général du jour le plus long, dont les scènes du débarquement étaient tournées sur les plages de l'île de Ré. À l'époque, d'ailleurs, la logistique hollywoodienne avait beaucoup impressionné, puisque chaque soir, un hélicoptère ramenait les bobines à La Rochelle pour la projection des rushs dans un cinéma de la ville. Alors, le port de commerce de La Rochelle, La Palisse, aura lui aussi les honneurs des caméras. C'est là en particulier que Spielberg y tournera la célèbre scène du submersible nazi des aventuriers de l'Arche perdue. Enfin, plus récemment, on pourrait encore citer Tournée de Mathieu Amalric. Alors, pourquoi venir à La Rochelle, interroge finalement le journaliste. Réponse du maire, Maxime Bonneau. Nous avons cette lumière blanche si particulière, probablement aussi la qualité de l'accueil. Comme on a une petite ville, en 3 coups de téléphone, on peut tout résoudre. Et puis cette ville, nous explique le maire, grâce à son décor, suscite l'imagination et la fiction. Alors, comme on dit au cinéma, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé, etc., etc. On rappellera simplement brièvement donc certains des films tournés à La Rochelle et cités ce matin dans le journal Les Échos. Le jour le plus long des aventuriers de l'Arche perdue, du sang à la tête, tourner, chose de la vie. Du sang à la tête, c'est ce qu'il fallait éviter à La Rochelle, François Hollande? Du sang neuf, sans doute, du sang froid, sûrement. Ouais. Il y a quelques commentaires. Hein. John Aravosis, blogueur américain sur America Block, ironise sur les primaires du Parti Socialiste et sur le soi-disant déchirement des candidats entre eux. Il explique qu'aux États-Unis, les échanges sont au fond bien plus rudes, bien plus francs, et n'empêchent pas la réconciliation des partis à l'issue du vote au moment de la dernière ligne droite. Pensez-vous au fond que vous inaugurez quelque chose et qu'il manque encore un tout petit peu de culture de primaire en France, François Hollande? Oui, c'est la première fois qu'un parti politique ouvre une procédure aussi inédite et exceptionnelle, puisque ce sont les Français, les auditeurs de France Culture, qui vont pouvoir, s'ils le veulent, décider du choix du candidat socialiste, qui n'est pas n'importe quel candidat, puisque c'est celui qui peut, il y en aura 4 millions. C'est pas sûr, être au second tour de l'élection présidentielle et être le prochain président de la République. Donc c'est un choix qui va pas simplement concerner un parti, qui va concerner tout le pays. Et nous avons pris un double risque. Le premier risque, c'est que les Français doivent venir. Voilà. S'il n'y a personne, vous convoquez le peuple français, il ne vient pas, c'est fâcheux. À 1 million, c'est l'échec. 1 million, c'est déjà bien. En dessous, c'est déjà plus problématique. Parce que il faut que celui ou celle qui sortira vainqueur de ce processus, très long quand même, puisse avoir la légitimité nécessaire. Puis le deuxième risque, c'est celui de l'éventuelle division. Il y a une compétition, elle est logique. On ne peut pas faire une primaire avec un seul candidat qui viendrait. Donc il faut qu'il y ait une concurrence. Et en même temps, il faut qu'il y ait le rassemblement après. Chacun doit y veiller. La dernière question de la droite, Hubert Huertas. Deux petites questions, très vite. Deux petites questions à propos du Parti Socialiste, à propos de l'affaire Strauss-Kahn. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans les voix qu'on entend en ce moment monter du Parti Socialiste, maladie mentale, selon Michel Rocard. Puis hier soir, Martine Aubry, qui a dit sur Canal+, qu'elle pense la même chose que beaucoup de femmes sur l'attitude de Dominique Strauss-Kahn sur les femmes. S'il revenait, s'il vous soutenez, par exemple, ça vous intéresserait? Écoutez, moi, je n'essaye pas de faire des commentaires sur des commentaires. Cette histoire, elle est là depuis plusieurs mois. C'est un feuilleton. Je souhaite qu'il se termine. Et chacun aura le jugement qu'il doit porter sur l'intéressé. Moi, j'étais candidat quand Dominique Strauss-Kahn était lui-même supposé l'être. Potentiellement candidat. Et je ne me suis pas détourné de mon seul objectif, qui était de convaincre les Français sans me préoccuper de savoir qui pouvait être candidat à côté de moi. Et puis la dernière question, une toute petite question sur une toute petite épine peut-être, mais enfin une grosse épine, l'affaire Guérini. La direction du PS paraît décidée à prendre ses distances avec Jean-Noël Guérini, le patron de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône. Vous, s'il devait être mis en examen, vous, François Hollande, vous lui recommanderiez aussi de se retirer? Oui, de la présidence du Conseil général.
François Hollande était l'invité des matins de France Culture. Je vous reviendrai davantage un jour nous parler de culture, de ces lettres de prison que vous avez aimé lire jeune, de ce film des Torres Escola de Nous sommes tant aimés que vous adorez. Vous avez lu votre portrait par Serge Raffi? J'ai commencé. Voilà, et il sort bientôt chez Fayard. J'en ai même appris sur moi-même, c'est Ouais, vous dire. Voilà, et nous savons aussi, nous, par votre ancien ami, je ne sais pas s'il le redeviendra, Jean-Pierre Jouyet, Oui, que vous aimez beaucoup Léo Ferré. oui, j'aime beaucoup Jean-Pierre Jouyet et Léo Ferré.